Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. La montagne est un remède pour la santé mentale. Dorothée Berguet, qui est à la fois infirmière psychiatrique, guide de moyenne montagne et thérapeute en méditation de pleine conscience, en a la conviction et le constate tous les jours sur ses patients. Donc depuis 20 ans, cette professionnelle qui vit à Pont-de-Beauvoisin emmène des personnes souffrant de maladies psychiques en altitude, que ce soit sur les toits de la Chartreuse, au Népal ou sur le toit du Maroc. Pour cela, elle a créé une association 5000 mètres au-delà des mots dont elle nous parle aujourd'hui. Bonjour Dorothée, vous emmenez des patients régulièrement. Comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Alors ça s'est fait tout naturellement quand j'ai été tout juste diplômée et sur mon premier poste d'infirmière en psychiatrie, j'ai proposé très vite de monter une activité, ce qu'on appelait une activité rando thérapeutique. Passionnée moi-même de montagne, j'en connaissais ses vertus et j'avais vraiment cette envie de partager cela et de permettre aussi à des patients souvent en hospitalisation sous contrainte, donc à l'hôpital sans pouvoir forcément sortir et réussir à les sortir de l'hôpital et pas que, c'est-à-dire leur permettre de se dépasser, d'utiliser le spectacle de nature comme outil d'apaisement, de les sortir de leur repli, de restaurer la confiance en eux. Enfin, il y a plein de choses qui se passaient durant ces sorties. Quels sont les profils des malades que vous accompagnez ? Alors déjà, les vertus de la montagne, elles sont valables pour tout le monde, y compris les gens qui ne souffrent pas de troubles psychiques. On sait aujourd'hui que la nature et la montagne ont vraiment des vertus psychologiques intéressantes et puissantes. Les profils des patients sont très variés. Vraiment, il n'y a pas de profil type. Le groupe actuellement que je prépare pour faire l'ascension du plus haut sommet de l'Afrique du Nord, le Toubkal, culminant à 4167 mètres, j'ai 4 patients de profils tout à fait différents. Donc, il y a aucune limite quant au profil ou la pathologie des patients. C'est des patients qui ne sont pas forcément du tout montagnards, voire certains qui n'ont jamais mis les pieds en montagne. Quand je les emmène sur des projets comme ça, en fait, il y a la durée du séjour et du trek de manière à les mener jusqu'à un 5000 ou un 4000 ou le sommet de Chamchaud plus bas à 2000. Mais simplement, je les entraîne en fait. C'est-à-dire que ça demande une préparation. Là, les patients que j'emmène faire un 4167 mètres, c'est en mai prochain et je les entraîne durant 1 an avant l'ascension finale qui va durer 4-5 jours. Donc, c'est des patients qui n'ont pas forcément du tout un pied montagnard et qui très souvent découvrent la montagne par ce biais-là. Et jusqu'à combien de personnes vous emmenez à la fois ? Alors, ça dépend du projet. Le projet pour le Népal, il y avait seulement une patiente. C'est très lourd en fait en termes de préparation, en termes d'engagement, même pour la patiente. Et étant seule pour l'accompagner, je ne pouvais prendre qu'une patiente sur ce projet-là. Là, pour le projet du Toubkal, c'est un groupe de 4 patients. Le projet Chamchaud, c'était un groupe de 6 patients. Donc, j'adapte le nombre de patients en fonction du projet qui est initié. Et ces patients, d'où viennent-ils ? C'est des patients qui sont passés par des hospitalisations, mais pas du tout forcément à Bourgoin. Ça peut être sur Lyon. J'ai des patients, là, les patients que je prépare, c'est des patients qui habitent vraiment pas forcément sur le même secteur. Donc, ils sont tous passés par des hospitalisations, mais pas forcément dans le même hôpital ou la même clinique. Racontez-nous comment se déroule la préparation du voyage. Pour la préparation de ma patiente que j'ai amenée au Népal,
Effectivement, j'étais seule. C'était une patiente que je connaissais depuis longtemps, qui avait déjà participé à d'autres projets que j'avais montés, notamment, l'ascension du Dôme des Écrins, un 4000 mètres. Donc je la connaissais bien et justement étant seule, je n'avais qu'elle, donc c'était OK. Là, pour les 4 patients que je prépare pour le Toubkal, effectivement, j'ai une collègue, infirmière aussi, en psychiatrie qui, m'accompagne, qui vient avec nous sur la préparation des randos et sur l'ascension finale. Donc je ne suis pas seule si c'est un groupe de patients et le groupe de patients que j'avais emmené au sommet de Chamchaude là, qui avait marché, durant 8 jours. Là, c'était une infirmière de la Fondation Georges Boissel, du CMP de la Tour du Pin, qui a été détachée pour venir avec moi les jours où j'emmenais les patients. Donc on est à partir du moment où il y a plus de 2 patients, là pour le coup, il faut être, 2 soignants. Et qu'est-ce que vous faites alors lors de ces expéditions, à part marcher, même si bon, c'est déjà pas mal? C'est une bonne question, puisque, effectivement, il y a l'ascension ou les ascensions, lors des journées de préparation, mais pas que, puisque je leur fais pratiquer la méditation de pleine conscience. Donc là, par exemple, typiquement aujourd'hui, je les ai emmenés faire un sommet en Chartreuse et une fois arrivés au sommet, on se pose, on ne fait pas que pique-niquer, on pratique la méditation de pleine conscience. Donc c'est, un soin supplémentaire, un accompagnement supplémentaire, durant ces journées ou durant ces treks. C'est quoi exactement la méditation pleine conscience? La méditation de pleine conscience, c'est de la méditation laïque qui consiste à orienter son attention délibérément au moment présent, sans jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on va apprendre à orienter et stabiliser son attention sur un focus. On va observer sans rien modifier et on va observer ce qui se passe ici et maintenant. Et ça va demander un certain engagement puisque quand on observe, par exemple, sa respiration, notre cerveau, on a en moyenne, 60 000 pensées par jour. Donc notre cerveau, il s'arrête pas de fonctionner pendant que je médite. Et souvent, les gens pensent que méditer permet de ne plus penser. Non, on va simplement changer le rapport qu'on a à nos pensées. Et à chaque fois qu'on a une pensée qui arrive, il y en a qui arrivent, des pensées, forcément durant l'exercice, et ben, on fait l'effort, d'où l'engagement dans sa pratique, de revenir à chaque fois sur le focus d'attention, la respiration, les sons, Hem, ou encore, même les pensées, parce qu'il y a de la méditation basée sur les pensées aussi, mais les sensations corporelles, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'observer, d'explorer ce qui est ici et maintenant, sans rien modifier. Et c'est à force de faire ces exercices-là que je vais modifier mon cerveau et notamment les zones de mon cerveau responsables de la gestion du stress, gestion des émotions, les ruminations, la douleur, le sommeil, enfin ça a une multitude d'indications. Mais effectivement, c'est pas si facile que ça que de méditer et c'est un entraînement de l'esprit. Donc je les entraîne comme je les entraîne à marcher, je les entraîne à méditer. C'est aussi des patients qui, sont attirés par la méditation de pleine conscience. On ne force personne à faire la méditation de pleine conscience comme on ne force personne à marcher. Donc ils sont vraiment, motivés pour, s'engager dans une prise en charge telle que celle-ci. À long terme, quels sont les bénéfices que vous constatez sur ces patients? Alors c'est pas magique, hein, je vends pas du rêve, on fait pas des miracles avec la montagne. Néanmoins, c'est, puissant dans le sens où ça va leur permettre, tout d'abord, d'utiliser le spectacle de la nature comme outil d'apaisement, déjà, de prendre du recul par rapport à leurs objets de souffrance. Ça leur permet de sortir du repli. Quand on est malade psychique, on peut avoir tendance à se replier et à ne plus avoir d'interaction sociale. Ça leur permet aussi de restaurer l'estime d'eux-mêmes puisqu'on arrive après plusieurs heures de marche, après de longs efforts au sommet et c'est une vraie victoire à chaque fois et chaque victoire s'ancre et leur permet de regagner davantage de confiance en eux. Donc il y a plein d'autres, vertus, hein, ce serait très long à expliquer, mais voilà, déjà ces vertus-là, elles sont, très intéressantes
Et ça permet aussi de créer des souvenirs, des bons souvenirs, puisque c'est quand même des journées, oui, il y a un effort, mais c'est dans une ambiance très, très conviviale, de créer des bons souvenirs qui sont susceptibles de les apaiser dans les moments plus douloureux, quand ils sont à nouveau traversés, par une souffrance qui les déborde. Donc ils peuvent convoquer ces souvenirs-là. Alors ces expéditions ont un coût. Comment est-ce que c'est financé ? Alors déjà, les intervenants, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les patients sont bénévoles, voilà, malgré leurs compétences de guide, d'infirmière ou de thérapeute, ce ne sont que des bénévoles. Effectivement, ça a un coût d'emmener une patiente au Népal ou d'emmener des patients au Maroc, par exemple, et même le projet pour les amener au sommet du toit de la Chartreuse à Chamchaude. Donc, on use de la gentillesse et de la générosité de donateurs privés, de mécènes, de sponsors. Donc ça fait partie aussi du gros du travail de l'association que de trouver des donateurs, effectivement. Reparlez-nous de ce documentaire que vous avez évoqué tout à l'heure, Une montagne d'espoir. Donc, lors de l'ascension du 5004 au Népal, un réalisateur, Nicolas Lebenbosch, nous a suivis. On a fait un documentaire de 52 minutes qui est projeté dans de multiples endroits. Donc, ce film, Une montagne d'espoir, est un film magnifique avec des images, ne serait-ce que pour découvrir le Népal, des images absolument incroyables grâce à notre réalisateur. Et puis, ça permet vraiment de voir la progression de Tiffany, la patiente que j'ai amenée au Népal, et de voir comment elle arrive à dompter son vertige, comment elle arrive à aller au-delà de ses limites. Et si ça intéresse, il peut être projeté dans des écoles aussi, au-delà des festivals, et dans des lieux de soins, dans des institutions notamment de santé mentale. Alors nous allons maintenant vous poser une dernière question, Dorothée. Quel est votre belvédère en Isère ? Alors, mon belvédère en Isère, c'est forcément le massif de la Chartreuse, qui est un magnifique terrain de jeu, ne serait-ce que pour entraîner mes patients en vue des ascensions à l'étranger. Et plus précisément, les cabanes chartreuses insolites à Saint-Pierre-de-Chartreuse, aux Essarts, qui sont des magnifiques cabanes perchées, dans lesquelles j'organise des journées de méditation de pleine conscience, et dans lesquelles j'ai pu emmener mes patients que je prépare pour ces différentes ascensions. Eh bien, merci beaucoup, Belvédère. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, notamment par le documentaire, on vous invite à contacter l'association 5000 mètres de la démo et à regarder aussi son site Instagram ou son Facebook. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berlioz à la prise de son, le mixage est de Émilie Vadel de Scadian Co. La musique est signée Denis Morin, Vague Imaginaire. Et nous vous invitons donc à retrouver tous nos épisodes sur la page isère.fr, rubrique podcast Belvédère, et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!